Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Il y a des gens qui vivent 4 vies dans une vie, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu lis leur biographie et tu te dis, non, il y en a-t-il bien arrivé des affaires. Ma vie est plate en vierge à côté de la leur. C'est le cas de Guy Fournier qui publie sa biographie écrite avec Pierre Huet, qui est ici, que vous connaissez bien, Pierre Huet, le gars de Beau Dommage, d'Offenbach, qui a écrit énormément de biographies. Et ça s'intitule Jamais 2 sans moi, un sacré beau titre. Que Pierre a trouvé, un sacré beau titre. Mais d'abord et avant tout, là, j'ai 2 personnes très cultivées devant moi. Bien sûr, Carl Tremblay, les Cowboys, ça te dit quoi, toi? Pour moi, je trouve que c'est les enfants spirituels de Beau Dommage. Il y a de ça, mais tu vois, je ressors une phrase que malheureusement, je pense à tous les 3 mois quand je parle, on m'invite parce qu'un chanteur est mort et tout. Ce que je dis, ce qui ne console pas du tout les gens qui souffrent, qui ont de la peine, sa femme, ses enfants et tout, c'est que avec ce métier qu'on pratique, c'est que il continue à vivre. Tu comprends? C'est que, tu sais, pour reprendre une phrase, je disais, si on est la poussière d'étoiles, ben lui, c'est la poussière d'étoiles musicale. Tu comprends ça? C'est qu'il va survivre. Tu comprends ça? Il joue partout à la tour, puis il va jouer dans 5, 10, 15, 20 ans. Attends une minute, il y a même un nouvel album qui va sortir avec sa voix. Ça. Alors, le gars dont la vie, c'est de planter des clous, tu sais, ce qui va y survivre, c'est 2 planches ensemble, tu sais. Lui, ben, sa musique va y survivre, c'est quand même déjà pas mal. Et tu as écrit d'ailleurs sur ta page Facebook, quand la musique meurt, c'est tout... C'est tout le peuple qui a de la peine. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est notre émanation, la musique. C'est vrai. Et Guy? Ben, moi, je vais être franc, mon cœur est toujours resté accroché à Beau Dommage. Mais je dois dire que chaque fois que j'ai écouté ou regardé les Cowboys fringants, ils m'ont toujours rendu fringant. Alors, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on avait le même attachement émotif envers les Cowboys qu'envers Beau Dommage. Ben, moi, encore une fois, pour moi, c'est Beau Dommage, c'est comme ma vie. Là. Puis quand je fredonne tout seul en auto des chansons, c'est souvent Beau Dommage. Mais je suis obligé de dire que les Cowboys fringants, c'était extrêmement attachant. Extrêmement attachant. Je ne sais pas s'ils pourront continuer. Ben c'est ça, je pose la question, dernière question, puis après ça, on parle du livre qui est passionnant. Est-ce que Beau Dommage aurait pu survivre au départ de Michel Rivard? En fait, la question est vraie, puisque d'après tout, Michel a fait un long jeu solo pendant que le groupe existait. Oui. Et il y a quand même eu 1 ou 2 albums par la suite. Alors, en théorie, on avait cette latitude, cette souplesse de... C'est autre chose de savoir si Michel avait quitté le monde, c'est une autre histoire, tu comprends-tu? Je veux dire, mais peut-être parce que les phoques ont survécu à Michel Rivard. Ils se sont même multipliés. Alors, je pense que oui, mais est-ce que les Cowboys, ils pourront pas s'appeler les Cowboys fringants en allant chercher Steve Faulkner, tu comprends? Je veux dire, bonjour Steve. C'est autrement dit, c'est la question que je me posais pratico-pratique. Tant mieux, c'est un autre album, puis une petite comédie musicale qui sort, là, tu sais. Ouais. Alors, c'est ça, c'est tu te demandes, what do we do for an encore? Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand ton chanteur part? T'sais? Puis qu'il y avait une couleur comme ça très particulière. On parle du livre Jamais 2 sans moi, à peu près 25 anecdotes croustillantes par page, ça n'a pas de maudit bon sens. Guy, si vous me permettez, je vais commencer ma première question par le gars qui tenait la plume, Pierre Huet. Pierre, tu as une belle plume, tu écris bien, tu as écrit beaucoup de livres. Pourquoi tu mets ta plume au service des autres? Qu'est-ce qui te fait triper dans le fait d'écrire l'histoire de quelqu'un, la vie de quelqu'un? D'abord, je te dirais, parce qu'on était invité à un souper par quelqu'un qui nous a matchés ensemble. Oui, c'est lui le responsable. C'est ça. Mais c'est parce que... C'est chez nous, ouais. Dis-toi que ce n'est pas, pour moi, à ce point différent que d'écrire une chanson. Parce que tu vois, si demain j'écris une chanson avec Michel Rivard, mettons que Ginette, que j'ai fait les paroles, Michel a fait la musique, et c'est Michel qui la chante. Il demande à 9 personnes sur 10 à la rue qui a écrit Ginette, et ils vont dire répondre Michel Rivard. C'est de trouver la petite musique de quelqu'un. Autrement dit, de mettre ma plume au service de Guy, qui n'était pas un travail compliqué à faire, pas difficile et pas souffrant, c'est que de dire comment je fais pour que ce soit Guy Fournier et que j'y sois présent quand même.
sais, je veux dire que j'ai écrit des chansons pour des gens aussi différents que Pauline Julien puis Ia Tremblay, tu sais. Et j'ose espérer que dans chacune de ces chansons-là, j'y étais un peu quand même. Alors, c'est vrai que c'était différent. Il y en a une qui faussait, puis pas l'autre. L'autre, il n'y a pas dedans. Mais que tu parles à travers la personne dont c'est c'est ça, la biographie. j'ai la prétention de penser, je suis au service de Guy Fournier, de la musique de Guy Fournier quand on se met à faire ça, mais j'ai la prétention de penser que j'y suis un petit peu quand même. Mais je pense que là-dessus, un côté plus important que ça, Richard, c'est que ce qui a été pour moi extrêmement important de travailler avec Pierre, c'est qu'il y a beaucoup de choses, particulièrement, je donne comme exemple les deux femmes qui sont toujours vivantes et dont je parle. Dans les deux cas, je ne savais pas par quel bout les prendre. Je parle littéralement, là, je parle de littérature, parce que par ailleurs, je savais par quel bout. Mais je ne savais pas par quel bout commencer, parce que ça reste... une, je viens avec, l'autre, c'est resté Louise Deschâtelet, une amie. Donc, je ne savais pas par quel bout prendre notre histoire. Et c'est Pierre qui a trouvé le bon bout. Alors, et ça a l'air de rien, mais ça a été aussi le problème quand j'ai commencé à écrire la biographie il y a 25 ans, à la demande des Éditions de l'Homme. J'ai fait 25-30 pages deux fois d'affilée, mais pas plus. Parce que, précisément, par quel bout tu prends les choses? Parce que c'est pas simple de parler de soi, puis c'est même très difficile de parler de soi. Surtout quand tu veux être le plus franc possible. Mais c'est ça, parce que t'as pas toujours c'est plus facile de parler de soi en parlant de ses bons côtés. Avec de ses défauts, c'est moins facile. Mais Guy, vous protégez absolument pas dans ce livre-là. Pourquoi? Parce que vous mettez à nu, là, littéralement. Je suis désolé, mais par exemple, votre première femme qui était schizophrène, qui s'est suicidée, vous parlez très franchement et certains diraient crûment de la difficulté de vivre avec quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Vous parlez de vous étiez avec une femme puis vous la trompiez, votre maîtresse, vos maîtresses, etc. À un moment donné, vous dites que vous allez souper, manger avec Pierre-Éliott Trudeau, qui était un bon ami à vous. Puis qui se plaignait que Margaret était trop dépensière, puis vous dites, malgré son image de playboy, Trudeau était pas très porté sur la chose, c'était pas un super baiser, etc. Puis, tu sais, vous y allez au bout, oui, pourquoi? Mais Richard, à quoi vous protégez pas? Non, dans un sens, non, parce que si tu acceptes, en tout cas, c'est ma théorie, si tu acceptes d'écrire ta biographie, t'écris pas un roman. T'écris ta biographie, tu comprends? Donc, à partir de ça, à mon sens, si tu veux être honnête avec tes lecteurs, t'essaies d'être le plus vrai possible, le plus franc possible. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu, parfois, même difficiles à dire, mais pour moi, c'était important d'être vrai, d'être égal à ce que j'ai toujours été. J'ai toujours été franc. Comme disait Louise Deschâtelet, souvent beaucoup trop franc, mais ça... Vous auriez pu parler seulement de votre vie professionnelle, mais vous parlez énormément de votre vie personnelle, vos histoires de jupons, oui, mais d'infidélité. Parce que les femmes ont été extrêmement importantes dans ma vie. Les femmes m'ont beaucoup changé. Chacune d'elles m'a changé. Donc, à partir de ça... Puis en plus, écrire sur ta vie professionnelle, c'est quoi l'intérêt? Dans un sens, tout le monde a une vie professionnelle, mais tout le monde n'a pas forcément une vie. Les vies personnelles des gens diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Alors qu'une vie professionnelle, c'est déjà assez plate de la vivre puis de la faire. mais Pierre, est-ce que ton rôle de biographe, c'est aussi de protéger quelqu'un? Quand Guy arrivait puis te racontait des histoires, est-ce que tu disais ça, on peut pas mettre ça dans les livres, parce que ça n'a pas de bon sens? Je vais d'abord ajouter une chose, c'est que ça m'avait fait peur un jour, je lisais les journaux personnels de Jean Cocteau. OK, bon. Okay. Et je me suis rendu compte que un écrivain qui écrit son journal personnel, il écrit pour quelqu'un d'autre. Il écrit pour la postérité. Il écrit pas pour noter, pas oublier d'acheter du pain demain. Il écrit déjà pour quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un écrit son autobiographie et parle à une tierce personne, dans ce cas-là, c'est à moi, il y a beaucoup plus de franchise.
Comprends-tu? Toi, tu cries pas pour le balcon. Tu te racontes. Et oui, ma job, c'était rarement de dire non, Guy, tu peux pas raconter ça. Ou c'était plutôt de signaler à Guy que... Il m'a donné un exemple tout simple, qui est banal. Il dit, il était pogné à accompagner Jacques Brel pendant 2 semaines, qui était en panne ici, je peux dire. Il dit, je prends Brel, je l'amène au Café des artistes. Ma job, c'est de dire, Guy, hop, Café des artistes. Tu prends pour acquis le Café des artistes. Mais les gens qui connaissent Café des artistes, parce que Ferland a parlé du chat dans une chanson, il faut que tu parles de ça. Okay. Alors, je suis comme, j'appelle toujours ça, je suis le premier lecteur. T'sais? Alors, dans les faits... Mais t'es pas là pour le censurer. Pas du tout. Il y a eu des fois, peut-être, cette histoire-là est trop longue, ou, tu sais, les... Oui, mais il y a eu plus... Ton rôle a été aussi important, Pierre, en ce sens que il y a des choses que moi, je pensais intéressantes et que Pierre disait, non, ça, au fond, c'est pas tellement intéressant. Et il y a des tas de choses que moi, je pensais insignifiantes. Et Pierre me disait, non, ça, faut en parler. Est-ce qu'il faut, Guy, être franc, même si on fait du mal à des gens? Vous parlez d'Aimée Dany. C'était une réalisatrice, une productrice. Vous dites, c'est la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. C'est la femme la plus importante dans ma vie, Christy. Vos autres blondes, là. Hey, moi, là, Sophie, elle écrirait, là, le chum que j'ai eu avant Richard, c'est l'homme le plus important dans ma vie. Je serais-tu un calvaire? Vous êtes avec Maryse. Maryse, elle lit ça. Maryse, elle dit, tu sais, OK, d'abord, elle n'est pas rendue là. Elle est rendue, je pense, juste à la page 159. Il y a Louis, je ne sais pas où elle est rendue. Mais pour moi, c'était pas grave de l'écrire ni de le dire parce que elles le savent. Les deux le savent. Autant Louise Deschâtelet que Maryse savent que ça a été la femme de ma vie. Donc, à partir de ça, j'avais pas à le cacher. Et le plus étonnant, finalement, c'est que avant qu'Aimée meure, Aimée, Louise Deschâtelet, Maryse étaient à la maison, à la campagne, et on mangeait ensemble tous les 4. Donc, à partir de ça, je pense qu'elle savait déjà qu'Aimée, c'était la femme de ma vie, l'une et l'autre. Alors, et quitte à faire mal, vous dites la vérité, puis... Est-ce que vous êtes comme ça dans la vraie vie? Non, vous êtes frère avec les gens, même si ça fait mal? Oui, parce que hier, là, justement, j'ai rencontré un animateur de radio très connu, surtout le matin, et qui utilise certaines béquilles verbales, puis même si je le connais pas, ou à peu près pas, je lui ai dit, écoute, ça m'agace quand tu passes ton temps à répéter telle chose, parce que je reproche beaucoup aux gens de ne pas être francs, parce qu'on pourrait être tous un peu meilleurs qu'on est si les gens avaient le courage de nous dire ce qui fait défaut. Mais tu sais, Pierre, à un moment donné, il parle de Guy Lepage, puis il dit, il y a un Français qui m'a déjà dit, Guy A, c'est pour anus. Attends une minute, est-ce que Pierre te dit, ben voyons Guy, on peut pas écrire ça, Christy, dans un livre, là. Écoute, mais je ne l'aurais pas écrit s'il l'avait pas dit publiquement. Oui, il l'avait dit publiquement. Et honnêtement, la phrase de dire, Guy, on peut pas écrire ça, je pense pas que j'ai eu à l'écrire souvent. En fait, je suis l'autre jour à la conférence de presse, la blague, en fait, qui était à moitié vrai de dire, la phrase que j'ai dit souvent, c'est Guy, es-tu certain que le mari de cette femme-là, il est mort? Tu comprends? C'était plus ça, je craignais. Oui, mais ça, c'est vrai, ça, qu'à tout moment, Pierre me disait, mais tu sais que son mari est mort, tu comprends? Guy, vous racontez que vous étiez chroniqueur à Femmes d'aujourd'hui, qui était une émission à Radio-Canada pour les plus jeunes qui nous écoutent, la première émission féministe, animée par une femme à Radio-Canada, une émission très importante. Et vous étiez chroniqueur là, et à un moment donné, vous avez expliqué que scientifiquement, c'était prouvé que le cerveau des femmes était plus petit que le cerveau des hommes. T'imagines-tu ça en 2023, toi, à Radio-Canada? Mais ce qui est assez étonnant, puis ce qui m'a... Mais c'est un gag ou quoi? Non. Non, mais physiquement, c'est vrai que le cerveau est plus petit, mais ça veut pas dire qu'il est pas aussi et parfois plus performant. Mais ce qui est fou, c'est que à l'émission, les enfants de la télé, ils avaient passé ce passage-là.
Et il y a 2 ou 3 ans, mais ça date des années 60. Et j'étais à Femme d'aujourd'hui un chroniqueur régulier, puis les femmes aimaient ça. Ce que je disais, pourtant, je jouais le macho fini. C'était et la le provocation. lendemain de l'émission Les Enfants de la télé, où vous avez passé un extrait, ma propre petite fille m'appelle et il me dit, grand-papa, je ne peux pas croire que tu as dit des choses comme ça. C'est épouvantable. Écoute, elle était outrée. Absolument outrée. Comme quoi, au fond, tu peux pas juger avec 40 ans de différence. Et je pense que ça m'a... Tu sais, les Anglais, les anglophones ont une phrase qui dit « The man you love to hate ». Tu sais, tu focusais quelque chose. Et tu viens de dire toi-même, tu dis, je jouais le jeu d'être le macho fini. Il y avait une intelligence de la part des, surtout auditrices, de faire la différence entre quelqu'un qui est provocateur. Tu sais, quand tu vas voir un show d'humour, puis dans la salle, ça fait « Oh! Ben, tu sais, la personne est en train de provoquer. Mais tu sais, regarde, le personnage de Jean Besseré dans Jamais 200 toi, il était macho. Tu comprends? Mais les femmes l'adoraient. Alors, à partir de ça, il y avait... Aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. Tu pourrais même pas commencer. Donc, à partir de ça... Mais vous avez vécu dans les années 60, là, les tapes ses fesses de la secrétaire ou vous l'avez vécu, ça. Ouais, c'est commun. Vous cachez pas là, que c'était un peu comme ça là, à l'époque. Là, et aujourd'hui... Oui, ben regarde, je l'ai dit à quelques reprises, puis je le redis. On faisait des parties, notre gang dans les années 60, le samedi soir, et c'est à peu près pas un party qui se finissait pas sans que les femmes fassent des striptease. Nos femmes fassent des striptease. Alors, la seule chose que je regrette, c'est que ça soit pas encore comme ça. Mais c'est ça, une biographie. C'est quand on lit la vie de Guy Fournier, c'est une fenêtre sur une époque. Absolument. Puis, c'est ça qui est le fun d'une bio. Et Guy me permettrait de dire qu'à un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu as des regrets? Et il a parlé en masse du projet sur Pierre Palladot, que sans doute qu'il verra jamais le jour. Bon. Et puis je me suis dit, j'ai une question. Je dis, mais je voulais aussi dire, y a-t-il des choses que tu regrettes? Ça, c'est que tu regrettes de ne pas avoir fait. Y a-t-il des choses que tu regrettes d'avoir fait? Et je veux dire, tu sais, t'as eu la lucidité de dire ça, dans le sens que je veux dire, la phrase de dire, c'était une autre, ça se passait de même à l'époque. Oui. Aussi longtemps que toi, t'es encore vivant, t'es encore là pour dire, par contre, autrement dit, là, c'est pas, tu peux dire de quelqu'un, tu peux dire de tel comédien que c'était un pogneur derrière, mais il est mort, la vie est belle, mais t'es encore vivant. Et donc, c'était ta job dans ce livre-là d'en parler. Mais ça demande un certain courage quand même de montrer cette époque-là telle qu'elle était. Sais-tu ce que ça demande? Je pense que écrire une biographie, il faut que tu le fasses avec beaucoup de modestie puis beaucoup d'humilité, parce qu'à partir du moment où tu le fais pas comme ça, je suis pas sûr que c'est si intéressant de le lire. Et tu sais, je fais un lien. Moi, ça m'étonne pas que Pierre Huet ait écrit la bio de Guy Fournier. Je vais t'expliquer ça. Beau Dommage nous a amenés dans la modernité, tu sais. On le dit tout le temps. Avant, la chanson, c'était les lacs, les forêts, etc. Beau Dommage nous a amenés en ville, les ruelles, tout ça. Guy a amené le Québec dans la modernité. Premièrement, par ses textes dans Perspective, qui étaient totalement nouveaux. C'était si Foglia a pu, après ça, exister, c'est grâce à Guy Fournier. Même Yvon Deschamps m'a dit que ça l'avait inspiré quand il a commencé. Un gars qui parlait de sa vie de gars sans se cacher au jeu. Jamais 200 toi, c'était vraiment... On se ramassait dans un milieu bourgeois. Avant, à la télévision, c'était la petite patrie, c'était le milieu populaire. Milieu bourgeois à Outremont, avec des personnages homosexuels qui étaient là. On n'avait jamais vu ça à la TV. TQS, après ça, la diversité TQS. Vous teniez, Guy, à mettre des gens de différentes races à l'écran. C'est un peu Beau Dommage, ça. C'est comme le saut à la modernité. Tu parles de TQS, ma directive aux ressources humaines, c'était... Moi, quand je vais entrer dans l'édifice, je veux revoir les mêmes personnes que je vois quand je marche dans la rue, comme on était à la gare Jean-Talon, derrière la gare Jean-Talon. Moi, quand j'étais dans la rue, dans ce quartier-là, il y avait des gens de partout, et c'est ceux-là que je voulais voir
à l'intérieur de l'immeuble, et c'est ceux-là que j'ai vus. Mais c'est ça le rôle important. Vous avez joué un rôle très important dans la culture au Québec. Là. C'est pas rien que l'histoire de couchette. Là. Au lancement du livre, j'ai eu une phrase qui a de l'air d'être... Ma job est finie, puis j'ai été payé, donc je peux dire ce que je veux. Donc, elle se dit, c'est une chose que de travailler avec quelqu'un qui a parcouru un siècle, ça n'est une autre que d'avoir la chance de quelqu'un qui a modifié son siècle. Oui. Tu comprends ça? Je veux dire, au cinéma, à la télévision et autres. Alors, c'est pas de la flagornerie, la job est faite. Tu sais, je veux dire... Mais c'est vrai, là, dans le journalisme, en télévision, en cinéma, c'est quelqu'un qui a amené le Québec un peu plus loin. Voilà. Et différent. Puis c'est pour ça que, lors de notre souper, chez nous, je tenais tant à ce que Guy écrive sa biographie, parce que ce que vous avez fait, c'est important. Il faut que les gens le sachent. Puis en même temps, c'est un... Tu sais, vous faites partie d'une génération, là, à un moment donné, là, cette génération-là, elle sera plus là. Puis il faut... Ça sera pas là. Non, on veut vous garder, mais c'est important de laisser des traces de comment c'était à cette époque-là. Mais je dois te dire, Richard, que tu as énormément d'influence, puisque tu étais au moins le 30e qui m'adjurait d'écrire ma biographie. Et t'es le seul que j'ai écouté, finalement. mais Pierre est un grand lecteur de biographie. Pierre et moi, on s'écrit souvent en disant « As-tu lu tel bio? As-tu lu tel bio? » Puis tu sais, c'est un grand lecteur de biographie. Puis s'il y a quelqu'un qui devait vous aider à l'écrire, c'était bien lui. Là. Puis, non, c'est un livre absolument mais même passionnant. Si vous êtes un grand lecteur de biographie, j'en écrirai pas une autre. Puis, on va pas se le cacher. Tu sais, t'es un grand lecteur de bio. On aime ça. Ça prend dans une biographie des histoires croustillantes. Bien sûr. Pas rien que ça. C'est certain que c'est l'histoire du Québec à travers la vie d'un homme. C'est l'histoire des médias à travers la vie d'un homme. Mais ce qu'on veut aussi, c'est les potins. Oui, mais aussi... C'est important. Il y en a à tabarnouche. Puis je pense qu'il faut aussi un peu d'humour. Là. Je pense que pour moi, c'est important parce que souvent, les biographies, c'est d'un grand ennui. On apprend bien les choses, mais c'est d'un grand ennui. C'est rare qu'on va pouffe de rire. Et le fait que j'ai un petit peu travaillé en humour aidait. Mais une dernière chose, je veux dire, c'est que j'ai eu l'expression, parce qu'elle est en anglais, puis elle est péjorative, name dropping. C'est quand même vrai qu'on commence ce livre-là avec Maurice Duplessis, qu'à la fin, on est avec Pierre Trudeau, mais qu'en chemin, tu rencontres André Breton, tu es avec Brel et autres. Écoute, un jour, j'ai l'air d'avoir un fixe sur Jean Cocteau, ça s'arrête à une certaine place, mais dans la biographie de Cocteau, au début, il était avec J'aime mieux ça que ça soit Jean Cocteau qui a un fixe sur toi. Donc, la bio, Jean Cocteau, au début, il était avec Marcel Proust, puis à la fin, il écrit une chanson pour Johnny Hallyday. C'est quand même... mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le vieux gag, là, tu vois une photo de Guy Fournier à côté du pape, puis les gens disent, c'est qui le gars en blanc là, avec le chapeau à côté de Guy Fournier? Là? C'est vraiment ça, il est partout, c'est comme Zelig. Là, Guy Fournier est là, en France. Guy Fournier qui se promène tout nu dans les rues de Paris sur un vélo. Non, une moto. Sur une moto, c'est ça. Et je suis content qu'on l'ait attrapé vivant, le Guy Fournier, parce que, je donne toujours l'exemple, Jean Bissonnette. Jean Bissonnette, qui était un peu un mentor pour moi. Jean a écrit aussi l'histoire de la culture au Québec, tu sais. Et il y a eu un podcast avec lui, des choses comme ça. Mais maudite affaire qu'on a échappé un livre. C'est vrai. Et à ton lancement, l'autre jour, je parlais avec un producteur, je te dirais qui commençait à me dire, on pourrait aller manger ensemble, tu sais. Moi, j'ai fait ça. Autrement dit, là, je suis content que les podcasts existent parce que, à défaut de tout le monde écrire un livre de 400 pages, qu'on les attrape vivants. Exactement. Enregistrer ça. Puis c'était une époque absolument formidable. Donc, c'est l'histoire des médias, c'est l'histoire de la télé. Il y a toutes sortes, il y a des histoires de couchettes. Il y a même un meurtre qui a été commis par un gun qui appartenait à Guy Fournier. Il y a un meurtre qui a été commis par un gun qui vous appartenait, Guy. Je pensais que... Et presque un meurtre à coup de rame aussi. Hein? Il y a un meurtre presque à coup de rame aussi. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'est ça. Un assassinat manqué à coup de rame. C'est vrai qu'à coup de rame, c'est un peu difficile. C'est un super livre. Jamais 200 mois. Guy Fournier, Pierre Huet. Merci beaucoup d'être là. Super beau cadeau de Noël cette année. Merci, bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.